Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc avant de commencer, je vais donner quelques petites informations. Vous recevrez toutes et tous le document de présentation à la fin du webinaire. On préfère fonctionner comme ça. Vous recevrez le PDF directement dans vos boîtes mail. Vous pouvez également poser vos questions directement dans le chat. Selon la nature des questions, soit j'y répondrai en direct si je vois qu'elles sont assez courtes à répondre, soit si je vois qu'elles sont un peu plus denses dans les réponses à apporter, je réserverai un temps en fin de webinaire. Donc justement, le webinaire du jour, comme vous l'avez vu sur votre inscription, c'est le b.a.-ba de la mesure de la satisfaction du parcours client, c'est-à-dire les basiques de ces notions de parcours client. C'est vraiment un webinaire qui a pour objectif de faire prendre conscience de ce sujet-là, du parcours client, plutôt pour des personnes débutant sur le domaine. Si vous êtes déjà très spécialiste du sujet, ce webinaire est un peu moins fait pour vous. Là, vraiment, l'idée, c'est de passer la première couche de vernis sur le sujet, justement. On va aborder 3 points dans ce webinaire. Donc, tout d'abord, l'avènement du digital, tout ce qui concerne surtout sa mutation et son accélération. La maîtrise du parcours client. Et dans un troisième temps, on verra comment devenir des pilotes éclairés par rapport à ce parcours client et on va isoler un petit peu ces différentes étapes. Pour nous présenter rapidement à vous, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Vocasa, c'est plus de 15 ans d'innovation, plus de 300 clients actifs et une présence avec des locaux sur Paris, Avignon et Grenoble, mais un rayonnement sur l'ensemble du territoire français. Nous avons également des projets européens et mondiaux que nous pouvons conduire dans le domaine de la satisfaction client au sens large et dans le domaine des enquêtes évidemment. On a plusieurs offres de solutions. Tout d'abord, le fait de vous permettre de faire des enquêtes, de mesurer la satisfaction, de piloter l'amélioration continue tout en facilitant l'adhésion des équipes, avec des solutions justement sur tout l'univers de ce qu'on appelle le CX, donc le Customer Experience. On va maintenant rentrer directement dans le vif du sujet, avec la première notion qui est l'avènement du digital. On parlerait plutôt de mutation ou d'accélération finalement du digital, et notamment avec la pandémie qui a affecté évidemment le monde entier. On va voir qu'aujourd'hui, les parcours sont de plus en plus complexes. On a des approches de plus en plus multicanales et on parlera de tout ce qui est lié à la transformation digitale. Ce sera simplement une petite introduction sur le domaine. Les parcours, en effet, donc, sont de plus en plus complexes et on va essayer de définir ce qu'il y a derrière cette notion-là. Avant, les parcours étaient très simples. Dans le monde physique complet, il y avait un client qui venait dans un magasin, qui passait à la caisse et qui utilisait des produits, pour faire très simple. Depuis l'avènement des sites Internet, des applications d'achat, des outils pour ramener les produits, du click and collect, du drive, etc., les deux mondes, à la fois physiques et digitaux, se sont évidemment très largement mélangés et ça a créé une complexification de ces parcours. Ça les rend du coup plus complexes à cartographier. Mais c'est pas une tâche impossible, loin de là, et il faut savoir prendre le temps de bien se poser pour bien les fixer. On aura évidemment une approche multicanale ou omnicanale selon les sociétés, les entreprises, et en ayant cette approche, on doit multiplier les points d'écoute pour répondre à la diversification des parcours d'achat. Ces différents points d'écoute, on va les revoir sur la base d'un exemple qu'on a un peu schématisé et qui va suivre, parce qu'en fait, il va falloir surtout gérer ces domaines et ces axes de priorité. La transformation digitale, je pense qu'on l'a tous largement vécue et elle s'est largement opérée aussi dans les entreprises. Elle a été accélérée par la crise sanitaire, mais elle n'est pas toujours maîtrisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans des entreprises des personnes, des collaborateurs, qui ne se sont pas appropriés tous les aspects digitaux de cette transformation ou qui en ont pris que certains points. Et puis d'autres secteurs où finalement on se dit très digital, alors qu'on a quelques archaïsmes qui peuvent subsister. Et tout ça, ça peut être difficile à gérer dans les entreprises, à la fois finalement pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients, qui peuvent subir une moitié de transformation digitale parfois, ou une transformation en plusieurs étapes. Et ça, c'est vrai dans toutes les entreprises. Alors, on va regarder un petit peu maintenant la maîtrise des parcours clients. Je vais d'abord regarder s'il y a quelques questions. A priori, pas encore. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, dès que ça vous vient. Donc, la maîtrise des parcours clients. On va redonner quelques notions et puis on va voir un schéma très simple. Le parcours client, c'est quoi ? Pour le résumer de façon synthétique, c'est tout ce qui se passe avant, pendant et après un achat quel qu'il soit. Et du coup, plus globalement, c'est devenu tout ce qui se passe avant, pendant et après une relation commerciale au sens large.
Nous, ce que nous proposons généralement, c'est une cartographie de ce parcours client. Avant de se décider sur qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on met sur écoute, sur quoi on veut intervenir, etc., il faut d'abord se poser pour savoir cartographier ce parcours client. Chez nous, ça peut se faire dans ce qu'on appelle des ateliers de design thinking, qui permettent justement de réfléchir sur ces différentes étapes. C'est un travail qui est vraiment primordial pour la suite des opérations. Il est important de noter que le parcours client peut être zoomé ou dézoomé à volonté pour rechercher des sous-étapes et même parfois détailler le parcours sur une étape en particulier. On va revenir sur cette notion d'étape sous étape qui est vraiment très importante. Par exemple, on pourrait détailler l'étape ici « visite du site internet ». Et on le détaillerait avec les pages visitées, le temps passé, les rebonds, la satisfaction sur telle page, etc. L'idée, c'est de connaître et comprendre le parcours pour mettre en place justement une stratégie vis-à-vis de ses clients pour pouvoir voir comment agir et réagir par rapport à lui. Et grâce à ça, on pourra du coup très facilement identifier les dysfonctionnements d'une organisation. Sur ce schéma, on a pris un exemple typique d'une entreprise qui fait du e-commerce et donc qui vend des produits en ligne. Alors généralement, les gens vont aller faire une recherche sur un moteur de recherche, quel qu'il soit. Ils vont arriver sur le site internet. Ils vont visiter le site internet qui aura été conçu pour convertir, évidemment. Ils vont faire l'acte d'achat, donc la partie 2 que vous voyez ici, qui est la commande. Une fois que la commande a été enregistrée, il y aura une partie de livraison. Et une fois que le produit a été livré, il y aura une partie d'utilisation, qui va être le point numéro 4. Et puis enfin, selon le type d'utilisation, selon le type de produit, éventuellement, on aura accès à un service après-vente s'il y a eu un dysfonctionnement ou des problèmes. Donc ici, on est sur un parcours typique, très simple, simpliste même. On est aujourd'hui sur un webinar petit format d'une demi-heure, donc on ne peut pas aller sur des choses complexes. Mais il faut s'imaginer que la partie commande, finalement, peut aussi avoir des sous-parties. On peut avoir des sous-thèmes selon ce que l'on voudra voir ou opérer. De même que la partie appel SAV. Selon ce qu'on a commandé, selon ce qu'on a fait, il pourrait y avoir aussi des sous-parties et des sous-thèmes. Et l'utilisation aussi, le point 4. Si on est à la fois le vendeur et la personne qui a fabriqué l'objet vendu, sur utilisation, il pourrait y avoir des sous-parties, des sous-thèmes, etc. Donc, toujours avoir cette logique de ce qui se passe avant, pendant et après l'acte d'achat quel qu'il soit. Cette cartographie va du coup nous permettre de décider. On va décider finalement qu'est-ce qu'on met sous contrôle. Et généralement, on met sous contrôle ce qu'on appelle les pain points, c'est-à-dire là où vous avez mal. Parce qu'il y a des choses qui vous sont remontées par les commerciaux du terrain, par les livreurs quand on est sur de la livraison, par les gens qui gèrent le site internet, qui ne convertit pas assez, par exemple. Donc généralement, il y a des infos qui remontent directement par l'interne ou tout simplement par les clients, si vous faites déjà une enquête, par exemple barométrique, une fois par mois, par trimestre, par semestre, par année, peu importe. Il y a des choses qui normalement doivent déjà remonter. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir prioriser les interactions que l'on veut mesurer ici. Là, on a 5 grandes interactions et on pourrait imaginer 3 sous-thèmes par interaction. Ça peut du coup vite faire 15 interactions et concrètement, derrière chaque interaction, quand on veut mesurer, ça veut dire qu'on doit faire une enquête. Ça veut dire qu'on doit faire une visite mystère. Et chaque enquête, chaque visite mystère faite, ça coûte à la fois de l'argent, à vous en tant qu'entreprise, mais ça va aussi coûter en temps à votre client final. Et on ne peut pas se permettre finalement de tout mesurer, tout auditer, tout le temps, sans arrêt, etc. Donc le fait de cartographier ce parcours client, de repérer les pain points principaux, ça va nous donner comme un axe. L'axe de nous dire par exemple, finalement, ici, moi, je ne suis que le marchand de ce produit-là. Je n'ai pas été le créateur, donc je ne vais pas aller demander des choses sur l'utilisation du produit. Parce que des fois, moi, je ne peux pas agir sur ça, sur l'utilisation du produit. Je revends, par exemple, des objets de la marque Apple, Samsung, etc. Et je ne vais pas pouvoir agir là-dessus. Je n'ai pas la main. Je ne suis qu'un vendeur. Sur la commande, on peut aussi se dire, tout se passe bien. On n'a pas eu d'accroc ces 2 dernières années, et donc ce n'est pas un pain point. Je choisis de ne pas auditer ce point. En revanche, la visite du site web, les abandons de panier, l'ergonomie de mon site, la livraison, sur lequel j'ai eu des retours peu positifs par exemple, les appels SAV, ces points-là, je vais les définir comme étant des pain points. Et donc du coup, je vais choisir de les mesurer. Toujours bien avoir en tête, c'est beau d'avoir fait un parcours client avec 36 étapes,
mais on ne va pas toutes les mesurer parce que sinon, à la fin, on a des clients qui reçoivent 36 enquêtes, une par jour, par exemple. Et ça peut vite devenir très fatigant pour les répondants qui sont vos clients au final. Pour que cette mesure soit constructive, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le budget nécessaire pour mettre en place les actions correctives, pour améliorer la satisfaction par rapport au feedback recueilli? Je veux savoir, par exemple, si mon site internet fonctionne bien. Bah, ok, pas de problème. Mais si je me rends compte que ça ne fonctionne pas bien, est-ce que je peux avoir un budget pour le modifier? Ou est-ce qu'on m'a dit, non, le site internet, de toute façon, pendant 2 ans, tous les budgets sont gelés? Bon, alors, ça n'existe pas sur internet, hein, mais admettons, tout est gelé. Et bien dans ce cas-là, ça sert à rien d'aller mesurer les choses. Vous allez créer de la frustration chez les clients et chez les visiteurs du site internet, donc autant ne pas le faire. Il faut aussi être capable de savoir si on dispose des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les choses. Outre les aspects monétaires, c'est évidemment très important, mais un plan d'amélioration en continu, eh bien, il faut se dire que derrière, il y a des personnes pour le gérer. Pour gérer l'insatisfaction client notamment, si on fait par exemple du B2C et qu'on a 2000 retours d'insatisfaction client par mois, mais qu'il y a seulement 2 personnes dans le service SAV, ça ne suffira pas. Ils ne vont pas pouvoir gérer proprement et convenablement les choses. Et ça arrive à plein de sociétés, hein. 2000 retours d'insatisfaction par mois, ça ne veut pas forcément dire que la satisfaction n'est pas bonne, c'est juste qu'on gère peut-être beaucoup de volume. Si on prend des grands vendeurs du web, des Zalando, des showrooms privés, etc., vu le volume qu'ils gèrent, c'est plutôt petit, 2000. Donc ça veut dire qu'il faut s'équiper aussi d'une team qui va être capable de gérer cette volumétrie-là. Ça peut se construire au fur et à mesure du temps, mais si on se dit, oui, il faut traiter l'insatisfaction client, eh bien, il faut penser aussi que ce sont des budgets, des humains qui seront derrière pour gérer tout ça. Alors effectivement, il y a des chatbots qui peuvent traiter un certain nombre de choses, hein, mais à la fin, eh bien, il y a aussi des humains. Une autre question à se poser, c'est est-ce que ça coïncide aussi avec la volonté de l'entreprise de travailler toutes ces étapes en particulier? Si par exemple vous n'arrivez pas à embarquer votre direction sur l'un des pain points, ça va être très compliqué. Vous allez vous heurter à des murs en interne et ça peut devenir très complexe comme sujet. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui est persuadée que son site internet ne fonctionne pas, hein, il a plus de 2 ou 3 ans sans mise à jour, le site internet est un peu vieux, il est moins fonctionnel, il y a eu beaucoup de plaintes de visiteurs, etc. Sauf que l'entreprise n'a pas les moyens pour améliorer son site internet. Elle n'a pas obtenu les budgets pour l'améliorer. Eh bien, à quoi bon finalement se refaire taper sur les doigts par les clients pour des choses qu'on sait déjà si on n'a pas les moyens de les corriger? Il faut vraiment l'avoir en tête, hein. Il faut être capable d'embarquer son entreprise là-dessus. De même, si une entreprise décide, dans sa stratégie, d'abandonner telle interaction, par exemple, admettons, on a prévu de sous-traiter la livraison à une entreprise tierce dans moins de 12 mois. Mais pareil, ça ne sert à rien d'auditer cette étape-là maintenant. Ce sera peut-être très intéressant à auditer une fois qu'on aura justement sous-traité la prestation. Par contre, le faire maintenant, alors qu'on sait que ça va changer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est là aussi gâcher du temps et de l'argent. Alors avant de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de mesure des interactions, je vais juste faire un petit détour par les questions. Et on nous demande, oui, alors si on a déjà mené cet atelier de design thinking au sein de nos organisations. Mais tout à fait. Tout à fait. Donc là, ce sont vraiment des choses qu'on a pu mener dans les entreprises, hein. Si vous-même, ce sont des choses que vous n'avez pas encore menées, ça peut se faire par des cabinets externes ou même par des gens en interne qui viennent animer ces sujets. C'est tout à fait possible. Alors, mesurer les interactions. Comme on l'a dit, on avait au début 5 étapes. On choisit d'en auditer que 3. Visite du site web, livraison, appel SAV. C'est celles qui ne sont pas grisées là du coup dans notre parcours. Et maintenant, on va se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va mesurer là-dedans? L'objectif ici, c'est de prendre le point et le projet d'écoute dans sa globalité. Ça va permettre d'identifier les bons indicateurs en fonction de la mesure et de l'objectif qu'on se sera fixé. Ça va impliquer d'avoir bien conscience du parcours client, mais aussi de savoir ce que l'on veut faire avec les données. L'interaction mesurée est importante parce que ça va aussi permettre de définir le canal à utiliser pour pousser une enquête. Par exemple, sur la mesure d'un site internet, il peut être intéressant de pousser ce qu'on appelle une pop-in, ou une pop-up, ou une frame, pour avoir l'avis des visiteurs, sans pour autant qu'on ait leur adresse email. Parce que finalement, ce ne sont pas leur adresse ou leurs coordonnées qui nous intéressent à ce moment-là. C'est plutôt d'avoir leur avis sur l'ergonomie, etc. On n'a pas besoin nécessairement de les identifier à ce moment-là. C'est plus la masse qui va nous donner notre indicateur. Donc là, on va toucher un public forcément un peu plus important. Maintenant, on va aller voir ce qui va faire quand on va utiliser tel indicateur à tel moment ou tel autre indicateur à tel autre moment, etc.
Mais ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs, hein. Comme je l'ai dit au démarrage, c'est un webinar premier niveau, donc on va forcément dire des généralités, des grandes lignes qu'il faudrait ensuite adapter. Mais il y a de vraies différences entre du B2B, du B2C, hein. Je fais du volume, peu de volume. Moi, je n'ai que des contacts B2B dont je n'ai que les coordonnées téléphoniques et les numéros de portable des personnes, mais je n'ai pas leur email. Mais tout ça, c'est le contexte à prendre en considération, évidemment, pour mesurer les choses. Mais on va revenir sur des exemples. Vous voyez ici, on parle de Net Promoter Score, de CSAT, de Customer Effort Score, hein. On est sur des grands classiques ici. Donc le NPS, par exemple, pour mesurer l'expérience client au sens large, c'est un classique, évidemment, hein. Quand on mesure le Net Promoter Score, on mesure la propension à recommander une marque. Donc on est plutôt sur des aspects de recommandation, fidélisation. Grâce au NPS, on va s'attacher à distinguer 3 catégories. C'est sa grande force. Et on va du coup avoir 3 profils de personnes qui vont être les détracteurs, ce sont les personnes qui vous ont mis une note de 0 à 6. Il est évidemment très important de contacter rapidement ces détracteurs-là, dans les 48 heures, pour connaître la cause réelle de la réclamation, si on n'a pas réussi à l'identifier grâce à l'enquête, hein, pour pouvoir la rectifier, l'expliquer et la réparer. On a ensuite les passifs. Donc là, ce sont ceux qui vous mettent, par rapport à l'indicateur Net Promoter Score, 7 et 8 généralement. Eux, il va falloir les recontacter, mais dans un temps qui peut être un petit peu plus long. L'objectif est de voir ce qu'on pourrait faire finalement pour eux et pour les amener à devenir des promoteurs de la marque. Et puis évidemment, les promoteurs, qui mettent 9 ou 10 et à qui on va demander de témoigner. On va leur donner des exemples sur des choses qu'ils pourraient republier, retweeter, repartager sur LinkedIn, etc. Ou plus généralement, d'être capable de les inviter à partager des choses de notre communication globale en tant qu'entreprise. Ces 3 catégories sont vraiment très importantes et sont d'autant plus intéressantes si on mixe ces informations avec des données de chiffre d'affaires. Par exemple, de voir que quelqu'un qui vous achète beaucoup est aussi un promoteur, ça va être un client plus. Alors qu'un client qui vous achète beaucoup mais qui est un détracteur, il va vite falloir le mettre sous surveillance, évidemment. Donc grâce au Net Promoter Score, on va pouvoir devenir un pilote éclairé. Et un pilote éclairé est équipé d'un cockpit d'information, évidemment. Ce cockpit d'information, qui va être grosso modo constitué d'un tableau de bord, dans lequel les indicateurs vont vivre, vont être mis à jour en temps réel et vont évoluer par rapport à une temporalité, ce qu'on appelle aussi dans le monde des enquêtes la fréquence, et qui va pouvoir être utilisé. L'exemple qu'on voit ici, c'est notre Net Promoter Score. On est sur une population de 245 000 personnes et c'est un Net Promoter Score qui est évalué mois par mois. Donc, on voit qu'on a 50,5, qu'on a fait plus 10 par rapport au mois précédent, et donc qu'on est en grande progression, avec une flèche qui pointe bien vers le haut. Et on voit qu'on a aussi atteint nos objectifs, parce que les choses s'affichent en vert. A l'inverse, sur l'autre partie, sur le taux de satisfaction pour le site internet, là on est en baisse. Les statistiques ne sont pas bonnes, et donc il va falloir le travailler et mettre ces éléments-là sous surveillance. On a vraiment de l'information qui est vivante, qui se met à jour en temps réel. Donc ce n'est même pas tous les jours, c'est tout le temps, directement en fonction des réponses qui arrivent. Piloter l'activité par la satisfaction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est transformer ces insatisfaits en ambassadeurs. C'est le saint graal de tout projet, évidemment. C'est d'être capable de prendre quelqu'un qui n'est pas du tout content et de le ramener vers quelque chose où il va pouvoir être beaucoup plus satisfait. Ce sont des actions, des mesures correctives, ce sont des appels à faire, avec des humains parfois, des offres promotionnelles à pousser, ce sont des produits peut-être à être capable d'offrir, de l'échantillonnage, etc. Bref, il y a évidemment énormément de possibilités pour retravailler tout ça, mais ce qui est important, c'est de les détecter en fait. Tant qu'on ne sait pas qui ils sont, il est difficile de pouvoir agir ou réagir et de le faire vite. C'est très important, parce que si un client prend le temps de vous dire ce qu'il pense de vos offres, c'est important aussi de lui donner du feedback, d'autant plus s'il est insatisfait. Comme ça, vous pourrez améliorer efficacement le vécu de vos clients pour transformer tous les insatisfaits en ambassadeurs. Je me répète, mais il faut agir très rapidement dans la prise en charge du client, comme on disait tout à l'heure, dans les 48 heures, pour traiter ce qu'on appelle les irritants, et pour ajuster éventuellement vos procédures internes qui parfois peuvent irriter les clients finaux. On peut aussi utiliser d'autres outils comme la matrice de satisfaction-importance. La matrice de satisfaction-importance, c'est un véritable outil de pilotage qui va permettre de mettre en évidence les actions à mener et qui doivent porter avant tout sur les critères peu satisfaisants mais très importants. Ça permet d'obtenir aussi d'un coup d'œil une vision claire sur l'ensemble des attributs de la satisfaction.
Les matrices de satisfaction-importance, c'est écrit en tout petit, mais globalement, permettent de classer vos différents items d'une enquête ou d'avis en 4 grandes catégories. Ce sur quoi on doit capitaliser, ce sur quoi on doit communiquer, ce sur quoi on doit agir et agir vite, et ce sur quoi on peut se baser pour s'améliorer. Donc là, le but, c'est vraiment de synthétiser et d'agréger les informations dans une seule vue très simple qui permet d'obtenir en un coup d'œil une vue très opérationnelle de ce qu'on va devoir conduire prochainement. On va attribuer un lien entre une question, un item et sa satisfaction, et on va pouvoir avoir ici les éléments de détail. Par exemple, on parlait de la livraison tout à l'heure. Eh bien, pour noter la livraison, on a pu poser plusieurs questions. Et parmi les critères, et on parle bien de critères, on peut avoir l'amabilité du livreur. Selon que les retours sont positifs ou négatifs, quand on a l'amabilité du livreur, on va soit pouvoir communiquer dessus, parce que finalement, on est très bon sur ce domaine-là, puisqu'on a pris le temps de les former sur ce domaine, etc. Ou alors, on va voir que c'est quelque chose qui impacte très négativement la satisfaction des personnes. Et donc là, on devra réagir et travailler fortement dessus. Ça va mettre en évidence les actions essentielles à mener qui doivent porter dans un premier temps sur les critères peu satisfaisants mais très importants, et donc ce qui est à l'extrémité en haut et à gauche de ce graphique-là en général. Le point suivant, la cerise sur le gâteau, c'est l'analyse des émotions. L'analyse des émotions, c'est d'être capable de travailler les verbatims qui vous ont été transmis dans les questions ouvertes. Donc là, par exemple, une personne nous a mis 8 à l'expérience sur notre marque et a indiqué « Les explications sont claires et les agents sont sympathiques, néanmoins, les tarifs sont inadmissibles ». Comme dans tout verbatim, souvent, il y a plusieurs idées, voire plusieurs émotions. Et là, en l'occurrence, à l'intérieur de ces 2 phrases, pour le coup, on a 3 émotions qui remontent. La clarté, liée au mot clair, ça c'est assez simple. La sympathie, liée au mot sympathique, c'est assez simple aussi, et les 2 sont d'une tonalité positive. Et puis le mot inadmissible, qui lui va faire remonter une émotion qui est l'aberration. Et là, on a chez nous, chez Vocasa, un panel de plus de 130 émotions clés liées au domaine de la relation client, qui vont permettre du coup de travailler véritablement les corpus par rapport à des émotions utiles dans le domaine de la relation client. On va aller en effet sur clarté, sympathie, aberration. Ça peut être satisfaction, insatisfaction. Ça peut être aussi risque d'attrition, etc. Donc toute une série d'émotions clés vraiment très pertinentes dans le domaine de la relation client. Et donc ça va pouvoir se travailler, là comme vous pouvez le voir ici, avec le taux de verbatim positif, ce qu'on appelle aussi le Net Emotion Score, qui va être une pondération de la positivité en fonction de l'intensité de l'émotion. On va essayer de faire ressortir les pépites que les questions fermées ne vous permettent pas de ressortir. Elles ne permettent pas de remonter certaines thématiques. Parce qu'il faut toujours partir du postulat que ce que l'on demande à l'intérieur d'une enquête, c'est ce à quoi on a pensé nous, en tant qu'entreprise, que pourraient penser les clients finalement. Mais grâce aux questions ouvertes, on va pouvoir réussir à remonter des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé en tant qu'entreprise et que pourtant les clients, eux, pensent de nous. Et donc ils vont faire remonter grâce aux questions ouvertes. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Dernier point à vous montrer aussi, quand on est un bon pilote, c'est que du coup, on va avoir ici, là, une analyse de commentaires en fonction de grandes thématiques. Et ces thématiques, elles vont être mises en place grâce au corpus, justement, de textes que l'on va avoir dans les questions ouvertes, comme on vient de dire. Et on va pouvoir remonter des thématiques comme l'accueil, comme l'expérience globale, comme la joignabilité, etc. Et finalement, grâce à l'analyse de vos corpus ouverts, on va pouvoir mesurer, par exemple, leur impact sur le Net Promoter Score ou leur différence sur le Net Promoter Score. Par exemple, vous êtes une entreprise qui avait un Net Promoter Score en moyenne de 12. Mais tous les gens qui vous parlent d'accueil, eux, en moyenne, vous mettent 22 Net Promoter Score. Ça veut dire que grâce au bon accueil que vous fournissez, vous avez un impact positif de plus 10 sur votre Net Promoter Score. Ça fonctionne aussi avec les autres indicateurs, le CSAT, le Customer Effort Score, dont on n'a pas forcément parlé dans ce webinaire, mais ça fonctionne aussi avec les autres indicateurs. Sur l'expérience globale, on aura la même chose. Et puis sur la joignabilité, on voit que les gens qui nous parlent de joignabilité, eux, donc pareil, on a toujours le même Net Promoter Score à 12, eux, ils nous mettent moins 32 en moyenne. Ça veut dire que là, notre injoignabilité nous impacte à hauteur de moins 44 sur notre Net Promoter Score. Et si on a un travail à faire, c'est peut-être, par exemple, de fournir des lignes portables aux gens qui sont en télétravail, aux gens qui doivent répondre même quand ils ne sont pas à leur bureau, etc. Il peut y avoir des choses très très simples à faire dans les entreprises.
Donc là, l'objectif, c'est d'identifier les signaux faibles, les signaux forts, en les comparant avec votre indicateur de référence, qui peut être le Net Promoter Score, le CSAT, le CES et d'autres. Et en fonction de la volumétrie que l'on pourra voir dans chaque thématique. La joignabilité, dans notre exemple, a un impact très fort, mais ce n'est que 9,2% du corpus. Ça reste suffisamment important pour se poser la question quand on est dans un vrai projet, mais il faut aller chercher plus en détail à quoi ils correspondent. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui sur la maîtrise de vos parcours clients. Alors je vois qu'il y a quelques questions. Je vais commencer à y répondre. Donc Jean-Philippe nous demande: peut-on créer un club client ambassadeur pour tester de nouveaux produits ou services? Quelle efficacité espérer? Alors oui, évidemment, ça dépend de vos produits et de vos services, hein. Ça dépend si vous avez une notion d'échantillonnage de produits ou de services, hein, puisqu'on peut aussi faire des échantillons sur des services. Le webinaire que je viens de donner est finalement un échantillon de notre compétence, ou sur des produits. Alors c'est encore plus valable, hein, quand on fait du parfum, par exemple, c'est plus simple. L'efficacité est très forte. Mais le fait de faire parler des clubs clients, des clubs ambassadeurs, c'est pas pour rien que ça a été inventé dès les années 70-80. C'est quelque chose qui est très important et qui l'est d'autant plus avec le digital, parce qu'on peut le faire finalement sans se déplacer. Donc les coûts sont moindres encore aujourd'hui. Dans beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, il y a ce qu'ils appellent des labs. Donc souvent des campus qui ont pu se faire et qui du coup vont travailler de cette manière-là, en prenant justement des clients ambassadeurs qui sont prêts à consacrer du temps, de l'énergie, etc., pour aider à améliorer une marque, parce qu'ils adorent cette marque-là. Donc oui, bien sûr. Alors on a d'autres questions. Est-ce que cette méthodologie peut s'appliquer à une station thermale? Acteurs principaux, l'Office du tourisme, l'établissement thermal. Oui, bien sûr, oui, cette méthodologie s'adapte en fait à tous les types d'entreprises, que ce soit du B2B, du B2C, qu'on soit finalement dans le domaine de l'hospitality, comme c'est le cas pour vous ici, dans le domaine industriel, dans le domaine de la livraison, pour les web marchands, comme les boutiques physiques. Eh ben, ces méthodologies-là s'appliquent à tous les métiers, hein. Vraiment, cette notion de parcours client et de cartographie du parcours client est très importante en fait pour poser les choses et pour finalement ne pas partir tous azimuts dans tous les sens, à se dire j'ai plein d'idées, donc du coup je vais faire 90 enquêtes et puis je vais faire 90 analyses par-dessus, etc. Et puis finalement, il n'y a rien qui en ressort en termes de substance. Non, il vaut mieux faire un peu moins parfois, mais que ce soit beaucoup plus stratégique. Donc bien sûr que c'est très viable, hein, dans une station thermale. Comment contacter les détracteurs quand les enquêtes sont anonymes? La réponse est dans la question du coup. Si les enquêtes sont anonymes, normalement, vous n'avez pas les coordonnées de la personne, donc vous ne pouvez pas les contacter. Mais ça souligne un point qui est très intéressant, Faiza, du coup, c'est que les enquêtes clients liées à des parcours clients ne doivent pas être anonymes. On est plutôt sur de l'anonymat quand on fait de l'enquête collaborateur, ou quand on fait de l'enquête qualité de vie au travail, par exemple, ou sur des sujets comme ça. Là, on va plutôt être sur de l'anonymat, mais quand on veut réagir sur une insatisfaction et donc sur des détracteurs, on ne doit pas faire d'enquête anonyme. Ah, alors, il ne faut pas confondre anonymat, confidentialité, etc., hein. Ces notions-là sont très importantes. C'est-à-dire que nous, le conseil primordial, dès qu'on fait une enquête liée à du parcours client, mais c'est justement qu'on soit sur des enquêtes qu'on appelle nominatives, parce qu'on doit réagir sur l'insatisfaction. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas relié au RGPD. Hein, on va pouvoir supprimer, par exemple, au bout de X jours, X semaines ou X mois, les données à caractère personnel. Parce que vous étiez fixé comme objectif de leur répondre en une semaine, eh bien finalement, ça ne sert pas à grand-chose de garder leurs coordonnées personnelles plus qu'une semaine dans ce cas-là. Hein, ce sont des points qui sont très importants. Quelle est la différence entre le parcours client et le design de service? Alors moi, je parlais du parcours client, hein, aujourd'hui. Le design de service, en fait, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, mais du coup, si vous pouvez préciser la question pendant que je réponds au reste. Alors Faiza nous dit: nos enquêtes sont anonymes, quel levier? Pas beaucoup de leviers, hein. Si vous faites des enquêtes anonymes, en fait, vous faites de l'analyse macro uniquement. C'est-à-dire que vous allez analyser la globalité des données. Vous ne pourrez pas rentrer dans le détail. Si vous voulez rentrer dans ce détail-là de la personne pour réagir sur de l'insatisfaction constatée ou au contraire sur de la satisfaction constatée, il va falloir désanonymiser votre projet, tout simplement. Alors j'espère que j'aurai la précision sur la notion de design de service pour pouvoir répondre un peu mieux, parce que là, je n'avais pas pu répondre pleinement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on a encore un peu de temps.
Ah bah, alors il y en a d'autres qui arrivent. Ah, designer une offre commerciale. D'accord, alors, donc radicalement différent du coup pour vous répondre. Hem, Si on design une offre commerciale, ce n'est pas forcément relié à des parcours clients. Les parcours clients peuvent servir à alimenter des informations pour améliorer une offre commerciale, mais ce n'est pas ça qui va vous servir, pour la redesigner. Disons que là, ce sont 2 notions qui sont très différentes. Viviane nous demande, dans un métier de service, est-ce que le NPS doit forcément se mesurer à la fin de l'expérience client ou on peut le demander au départ quand la personne souscrit au service? Mais du coup, là, vous ne mesurez pas le même NPS, en fait, c'est tout. Le NPS, finalement, il peut se positionner à tous les endroits de votre parcours client. Presque peu importe. Il a plus de sens en fin de parcours, hein, parce que je le rappelle, le Net Promoter Score, c'est de la recommandation et de la fidélisation, et pas directement de la satisfaction. Hein, donc vous pouvez le positionner plutôt à la fin. Il a plus de sens généralement quand on mesure une expérience de service comme l'accueil dans un hôtel. Par exemple, ça a plus de sens à la fin. Néanmoins, si vous voulez votre Net Promoter Score sur le processus d'achat et que vous avez un achat full digital via une app, etc., vous pouvez tout à fait le positionner à ce moment-là. C'est juste qu'il aura de la valeur sur ce moment clé de votre parcours client et pas sur l'ensemble du parcours client. Alors j'ai quelques merci, donc merci Sybille à vous aussi. Ah, Viviane précise sa demande, à quel moment poser la question des Net Promoter Score? Mais c'est à tout moment finalement, en fait. Ça va dépendre de ce que vous en faites et de ce que vous voulez mesurer, sur quoi vous voulez agir. Si vous avez une business unit qui s'occupe essentiellement de faire les applications et les sites internet, vous allez vouloir les poser dès l'achat, directement. Si vous êtes un service expérience client, vous allez plutôt le positionner à la fin du processus, quand on a finalement déjà eu le service. Ah bah parfait, bon. Avec grand plaisir, hein, pour échanger de vive voix, ce sera avec grand plaisir. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Dans tous les cas, moi j'étais ravie de pouvoir partager avec vous sur ce webinaire. Comme je vous le disais, vous recevrez toutes et tous le support de présentation par email dès demain. Le replay sera accessible généralement 5 minutes après, donc pour ceux qui auraient manqué le début, par exemple. Et puis, en effet, si ce sont des sujets que vous souhaitez creuser, vous aurez également nos coordonnées pour pouvoir nous contacter et puis pour pouvoir échanger avec d'autres experts du domaine chez Vocasa. Et moi, pour l'instant, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt sur notre chaîne Webikeo. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.